Y a-t-il véritablement eu un pape qui a pactisé avec le diable pour obtenir de la sagesse? L'an 999. L'Europe est en émoi, guettant la fin du monde. À Rome, un pape prédit les éclipses avec une précision presque magique, crée des machines qui semblent avoir la capacité de parler et résoudre des équations mathématiques impossibles pour son temps. On vous appelle Sylvestre II. Sa provenance, un agriculteur français du nom de Gerbert d'Aurillac. Sa légende, avoir conclu un pacte avec le démon dénommé Meridiana. Cette histoire a captivé et épouvanté l'Europe pendant un millénaire. Un moine vénérable devenu un sorcier maudit, ou bien le génie le plus éclatant du Moyen-Âge, victime des superstitions de son époque? La réalité est plus extraordinaire que la légende. Vers l'an 946, dans les montagnes embrumées d'Auvergne, en France, vit le jour un enfant qui allait modifier l'histoire médiévale. Gerbert d'Aurillac est né dans un milieu si humble que même les chroniqueurs de son époque remettaient en question l'origine précise de sa naissance. Il y avait des rumeurs le présentant comme un orphelin, d'autres affirmaient qu'il était issu d'une famille paysanne si démunie qu'elle avait dû confier son enfant à l'église pour assurer sa survie. L'abbaye bénédictine de Saint-Géraud à Aurillac est devenue son sanctuaire et son premier point de contact avec la connaissance. Visualisez ce jeune enfant, sans doute âgé d'à peine 10 ans, déambulant pour la première fois dans les corridors de pierre du monastère, ses yeux scintillant d'émerveillement devant le spectacle des moines qui recopiaient des manuscrits à la lumière des bougies. À une période où l'analphabétisme prévalait parmi la population, Gerbert avait découvert son havre de paix, une bibliothèque. Mais il ne s'agissait pas d'un étudiant comme les autres. Tandis que d'autres débutants se limitaient à l'apprentissage des prières fondamentales et des tâches artisanales du monastère, Gerbert absorbait avidement chaque écrit qui lui était offert. Les moines plus âgés notèrent rapidement une chose exceptionnelle chez ce jeune homme. Il possédait un esprit qui opérait différemment, apte à assimiler et à connecter les connaissances de manière qui semblait presque surnaturelle. Il a débuté son instruction formelle avec le trivium traditionnel, la grammaire, la logique et la rhétorique. Alors que ses pairs se débattaient avec les conjugaisons du latin, Gerbert avait déjà commencé à poser des questions qui gênaient ses enseignants. Pourquoi les calculs étaient-ils si compliqués avec les chiffres romains? Pourquoi les écrits anciens faisaient-ils référence à des savoirs en astronomie que personne ne semblait plus saisir? Que s'est-il passé avec toute la sagesse des Grecs et des Romains? Nous étions en l'an 960 et l'Europe occidentale venait de sortir ce que les historiens qualifieraient par la suite l'époque des ténèbres. Les côtes avaient été dévastées par les invasions vikings, l'Est était ravagé par les Hongrois et l'empire carolingien s'était morcelé en un grand nombre de royaumes en guerre perpétuelle. Dans ce désordre, la connaissance avait connu un recul remarquable. Cependant, à l'extrémité de l'Espagne, dans les bibliothèques d'Al-Andalus, la sagesse ancienne non seulement a perduré, mais s'est épanouie sous la tutelle d'érudits musulmans et juifs. La visite du comte Borel II de Barcelone à l'abbaye de Saint-Géraud aux alentours de 967 modifia irrévocablement le sort de Gerbert. Les chroniqueurs rapportent que le comte a été frappé par l'éclat du jeune moine et lui a proposé une offre qui allait transformer non seulement son existence, mais aussi les annales de l'histoire occidentale. La chance d'étudier dans la marche hispanique, ce territoire confiné où le monde chrétien et le monde islamique se croisaient. Visualisez la situation. Un jeune Gerbert, tout juste âgé de 20 ans, traverse les Pyrénées en direction du sud, abandonnant tout ce qui lui était familier. Ce n'était pas seulement un déplacement géographique, c'était un bond dans le temps de plusieurs siècles. Gerbert était en passe de redécouvrir des trésors intellectuels qu'il pensait avoir perdus à jamais, bien que l'Europe occidentale ait perdu une grande partie de son héritage classique, notamment dans les bibliothèques de Ripoll et Vic. En Catalogne, guidé par des intellectuels comme l'abbé Oliba et d'autres spécialistes locaux, Gerbert s'est plongé dans un univers de savoir qui paraissait enchanteur. C'était la première fois qu'il voyait un boulier utilisant des chiffres arabes.
Ce système numérique si raffiné et performant permettait de réaliser en quelques minutes des calculs qui auparavant prenaient des heures. Il a exploré l'astrolabe, cet outil astucieux qui offrait la possibilité de se repérer à travers les étoiles et d'anticiper les phénomènes célestes avec une exactitude remarquable. Cependant, ce qui était le plus innovant, c'était son interaction directe avec des textes traduits de l'arabe. Tandis que l'Europe occidentale avait conservé seulement des parties d'Aristote et de Platon, les savants musulmans avaient traduit, analysé et enrichi l'intégralité du répertoire des savoirs antiques. Gerbert a étudié des traités mathématiques d'Al-Khwarizmi, des textes astronomiques de Ptolémée révisés par des astronomes arabes, ainsi que des livres de médecine et de philosophie qui demeuraient totalement inconnus en France. Les moines catalans qui le voyaient en train d'étudier ont commencé à murmurer entre eux. Comment était-il possible que ce jeune Français assimile des savoirs aussi complexes avec une telle aisance? Il l'observait œuvrer jusqu'à la nuit avancée, uniquement illuminé par le flamboiement des bougies, recopiant des schémas géométriques et des équations mathématiques qui leur paraissaient être des symboles indéchiffrables. Quelques-uns ont commencé à conjecturer si sa capacité d'apprentissage possédait une dimension surnaturelle. Pendant une période de 3 ans, Gerbert s'est profondément imprégné de cette sagesse orientale. Il a été formé non seulement sur les principes, mais aussi sur la fabrication d'instruments. Comment réaliser un astrolabe en bois, comment monter les rouages d'une horloge à eau, comment déterminer la position des planètes. Lorsqu'il est finalement rentré en France en 970, il n'était plus le jeune moine qu'il était au départ. Il détenait un savoir qui paraissait inconcevable pour un occidental, ce qui serait à la fois son plus grand atout et l'origine de tous les doutes qui le poursuivraient jusqu'à sa mort. Le retour de Gerbert en France en 970 a signalé le commencement d'un nouvel épisode dans sa carrière hors du commun. La renommée de cet érudit hors pair avait traversé les frontières du monastère, atteignant même les oreilles des plus influents du royaume. L'archevêque Adalbéron de Reims, un personnage clé de la cour française, était en quête d'un enseignant pour l'école cathédrale de Reims. Les nouvelles concernant ce moine, ayant étudié les arts magiques en Espagne, ont piqué son intérêt. Quand Gerbert a rejoint Reims, il a découvert l'une des institutions éducatives les plus renommées d'Europe. Toutefois, même dans ce contexte prestigieux, ses approches pédagogiques se sont avérées novatrices. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la mémorisation de textes sacrés, il présentait des démonstrations pratiques qui émerveillaient ses disciples. Il créait des sphères célestes en mouvement pour représenter le déplacement des planètes, employait un boulier pour enseigner les mathématiques d'une façon qui paraissait presque magique, et était capable de prédire les éclipses avec une précision surprenante, même pour les plus érudits d'entre nous. Bientôt, la renommée de cette personne atteignit l'oreille de la famille impériale. À la recherche des meilleurs précepteurs pour son fils Othon III, l'empereur Othon II eut vent de l'existence de ce moine français hors du commun. La décision d'attribuer l'éducation de l'héritier du Saint-Empire romain germanique à Gerbert fut un de ces instants qui modifient le cours de l'histoire. Non seulement parce qu'il modèle l'esprit d'un futur empereur, mais également parce qu'il mettrait en place une alliance qui marquerait la vie de Gerbert pour le restant de ses jours. Visualise les enseignements dispensés par le maître éclairé au jeune prince. Othon III, un jeune à l'intellect brillant et aux aspirations élevées, était captivé par le savoir de son mentor. Gerbert ne se contentait pas de lui enseigner le latin et la rhétorique. Il lui faisait découvrir un univers de potentialités que même les empereurs antérieurs n'avaient pas osé envisager. Il lui expliquait comment les Romains avaient structuré leur empire, tout en décrivant comment les avancées scientifiques pourraient ramener cette gloire disparue. Les cours d'astronomie étaient spécialement époustouflants. Gerbert avait conçu un globe céleste mécanique qui imitait le mouvement des astres et des planètes. Par temps dégagé, le professeur et son disciple gravissaient la plus haute tour du palais.
Gerbert y pointait les constellations tout en décrivant comment les sociétés d'autrefois avaient mis à profit ces savoirs pour se repérer, mesurer le temps et anticiper les saisons. Pour les courtisans qui les regardaient à distance, ces réunions nocturnes avec des outils inconnus et des calculs énigmatiques ne pouvaient être que de la magie noire. Gerbert a exercé sur le jeune Othon III une influence profonde et pérenne. Non seulement le futur empereur a bénéficié d'une formation extraordinaire, mais il a aussi cultivé une perspective mondiale alliant aspiration politique et un grand respect pour le savoir et l'innovation. Cette relation de mentor à disciple se transformerait en une coalition politique propulsant Gerbert vers les sommets du pouvoir les plus inattendus, tout en devenant la source de désirs et de conspirations qui alimenteraient les légendes les plus sombres concernant son ascension. En l'an 982, alors que Gerbert s'était établi comme le plus estimé des éducateurs européens, une épreuve inattendue, imposée par le destin, allait tester non seulement son intelligence, mais également ses compétences en leadership et sa résilience politique. Othon II, l'empereur, ayant apprécié l'enseignement exceptionnel dispensé à son fils, choisit de gratifier Gerbert en lui accordant l'un des postes ecclésiastiques les plus renommés d'Italie, le poste d'abbé de la fameuse abbaye de Bobbio. Bobbio, fondé au VIe siècle par le moine irlandais Saint Colomban, a été l'un des principaux pôles d'éducation en Europe occidentale pendant plusieurs siècles. Sa collection renfermait quelques-uns des écrits les plus précieux du continent, et elle avait traditionnellement été dirigée par des abbés d'une distinction remarquable. Pour Gerbert, l'opportunité de prendre les rênes de cette institution emblématique devait sûrement lui apparaître comme la conclusion logique de son parcours universitaire. Toutefois, la réalité s'est révélée être bien différente de ce qu'il avait prévu. Lorsqu'il est arrivé à Bobbio à la fin de l'année 982, il a découvert une communauté monastique fortement scindée et réticente à la transformation. Nombre de moines expérimentés regardaient d'un mauvais œil ce Français venant de la cour impériale, porteur d'idées singulières et de méthodes non conventionnelles. Ses compétences en mathématiques arabes et en astronomie, qui avaient suscité tant d'admiration à Reims, étaient ici perçues avec méfiance et peur. Gerbert a essayé d'implémenter des changements qu'il considérait indispensables pour revigorer l'activité intellectuelle de l'abbaye. Il souhaitait réaménager la bibliothèque en suivant des critères plus systématiques, mettre en place de nouvelles approches pédagogiques et rendre l'institution accessible aux courants de savoir qu'il avait décelés en Espagne. Toute innovation qu'il suggérait était perçue comme une menace par les moines les plus traditionnels, qui considéraient toute déviation des coutumes établies comme une hérésie redoutable. La situation a atteint un point de rupture lorsque certains moines ont commencé à propager des rumeurs concernant les véritables origines du savoir de leur abbé. Comment est-il possible qu'il ait réussi à déchiffrer des problèmes mathématiques qui laissaient perplexes des experts avec des années d'expérience? Pourquoi étaient-elles si exactes dans leurs prévisions astronomiques? D'où provenaient ces curieux instruments qui semblaient opérer comme par enchantement? Dans une communauté déjà encline à la méfiance, ces questions ont vite évolué vers des allégations murmurées de pactes avec des pouvoirs surnaturels. L'apogée de la crise a été atteinte lorsque certains moines se sont publiquement insurgés contre son pouvoir. Ils ont constitué un comité qui a scrutiné non seulement leurs pratiques de gestion, mais également leur orthodoxie religieuse. Les combats furent d'une telle intensité que Gerbert prit conscience de l'insoutenabilité de sa situation. En 983, à peine un an après avoir été nommé, il a fait le choix ardu de quitter l'abbatiat de Bobbio pour revenir en France. Ce court épisode serait déterminant dans la formation de la personnalité de Gerbert et contribuerait au développement des légendes qui l'entoureraient par la suite. C'était la première fois qu'il ressentait le rejet et l'hostilité face à ses pairs d'exception, apprenant que l'excellence intellectuelle n'est pas toujours suffisante pour vaincre la résistance humaine au changement. Plus crucial encore,
Il avait saisi que ses aptitudes pourraient être perçues comme étant d'ordre surnaturel par ceux qui n'étaient pas en mesure de les comprendre, une leçon qui marquerait toute son existence. Le retour de Gerbert en France, suite à l'échec à Bobbio, a marqué le commencement d'une des périodes les plus énigmatiques et captivantes de sa carrière. Au lieu d'être défait par son expérience en Italie, il avait obtenu un bien précieux, une connaissance totale de la façon dont le pouvoir opérait réellement durant l'Europe médiévale. Son lien particulier avec le jeune Othon III, qui avait accédé au trône suite au décès prématuré de son père, allait se révéler crucial pour sa pérennité politique et sa progression future. Durant les années agitées des années 980, le Saint-Empire romain germanique faisait face à des crises de manière omniprésente. Les nobles saxons se soulevaient contre l'autorité impériale, les cités italiennes aspiraient à l'autonomie, et les adversaires étrangers mettaient la pression aux frontières. En plein désordre, Othon III avait besoin d'informations sûres et de collaborateurs fidèles, pouvant se mouvoir en toute discrétion entre les différentes cours rivales. Gerbert, avec sa renommée d'érudit vénéré et ses liens à travers toute l'Europe, se révélait être l'espion idéal. Les correspondances préservées de cette période nous donnent des pistes captivantes sur les actions secrètes de Gerbert. Il s'exprimait à l'aide de codes raffinés, en employant des allusions classiques et des métaphores célestes pour communiquer des renseignements militaires et politiques. Pour les destinataires instruits, ces correspondances étaient totalement limpides. Pour tout observateur occasionnel, elles n'étaient que des débats intellectuels sur des textes anciens ou des observations astronomiques. Une de ses tâches les plus périlleuses l'a ramené en Italie lors de la révolte de Crescentius contre le pouvoir impérial à Rome. Gerbert réussit à se glisser dans la ville éternelle en prétendant être un pèlerin cultivé, désireux d'étudier les vieux manuscrits des bibliothèques pontificales. Durant plusieurs semaines, il a côtoyé l'élite intellectuelle de Rome, participant à des discussions théologiques et recopiant des manuscrits, tout en examinant discrètement les fortifications de la cité et en repérant les sympathisants impériaux susceptibles de contribuer à une éventuelle reconquête. L'aspect périlleux constant de ces activités apportait une nouvelle dimension à la personnalité de Gerbert. Il n'était plus seulement le moine lettré qu'il avait été à Reims ou l'abbé déçu de Bobbio. Il s'était perfectionné dans l'art du déguisement et de la manipulation, capable de se fondre dans n'importe quel milieu et d'obtenir la confiance d'individus aux orientations politiques variées. Ses connaissances hors du commun se transformaient en instruments d'espionnage. Il avait la capacité de fasciner les savants avec sa maîtrise de textes ésotériques, d'influencer les nobles grâce à sa compréhension de la tactique militaire et de séduire les religieux par son apparente piété. Cependant, ce qui était sans doute le plus impressionnant dans ses opérations d'espionnage, c'était la manière dont il exploitait ses prétendues facultés surnaturelles comme camouflage idéal. Lorsqu'il devait décrire comment il avait obtenu des renseignements précis sur les déplacements militaires ou les stratégies adverses, il laissait entendre qu'il l'avait déduit en s'appuyant sur ses compétences en astronomie ou qu'il avait anticipé le tout grâce à ses curieux appareils mécaniques. Les superstitieux y croyaient sans doute, tandis que les sceptiques le considéraient comme une imposture inoffensive, ignorant totalement l'existence du véritable réseau d'espionnage derrière ses prétentions apparemment extraordinaires. Durant cette période de sa carrière d'agent secret, il a non seulement bénéficié d'une formation précieuse sur les vérités du pouvoir politique, mais a aussi largement contribué aux mythes ultérieurs concernant ses aptitudes extraordinaires. Les spéculations autour d'un moine doué de la capacité à percevoir des événements éloignés et à anticiper des actions militaires pourrait rapidement se muer en récits de contrats avec le diable et de facultés surnaturelles, surtout lorsque ces prédictions s'avèrent remarquablement exactes. L'un des moments les plus marquants et significatifs de la carrière de Gerbert eut lieu en 988, lorsqu'on demanda à ses compétences théoriques d'être appliquées dans un contexte aussi littéral que possible sur le champ de bataille.
La ville de Laon s'était soulevée contre le pouvoir royal français et ses fortifications paraissaient inaccessibles. Les forces militaires conventionnelles ont à maintes reprises échoué face à ces défenses, érigées sur une colline rocheuse qui se tenait comme un bastion naturel surplombant la plaine environnante. C'est alors que Gerbert a prouvé que son génie allait au-delà des livres et des salles de classe. En mettant en pratique les principes d'ingénierie acquis à partir des écrits arabes et les compétences mécaniques qu'il avait développées lors de la fabrication de ses engins astronomiques, il imagina des machines de siège qui ont surpris aussi bien les alliés que les adversaires. Il ne s'agissait pas des catapultes classiques que tout le monde connaissait, mais de mécanismes plus raffinés qui déterminaient avec une précision mathématique la trajectoire des projectiles, le poids idéal des pierres et l'inclinaison précise du tir. Les chroniqueurs de cette période évoquent des tableaux qui paraissent issus d'un film de science-fiction médiévale. Gerbert, enfilant sa robe monastique mais les mains couvertes d'huile et de bois, supervise l'édification de tours de siège mobiles dotées de poulies et de contrepoids qui rendaient la montée des soldats plus aisée. Il avait également élaboré un dispositif de miroir visant à focaliser les rayons solaires pour embraser les remparts en bois des assiégés, une méthode qui évoquait les prouesses mythiques d'Archimède dans la Syracuse antique. Ce qui était le plus remarquable, c'était sa capacité à fusionner la théorie et l'application pratique. Contrairement aux ingénieurs militaires conventionnels qui procédaient par essai et erreur, Gerbert planifiait chaque aspect en amont, en se servant de la géométrie et de l'arithmétique. Il était capable de déterminer précisément l'endroit où chaque projectile lancé par ses catapultes atterrirait, la charge maximale que ces tours mobiles pouvaient porter et le moment idéal de la journée pour optimiser la concentration de la lumière solaire avec ses miroirs. Pour les soldats observant ce moine manipuler ses calculs et graphiques étranges, aucun doute n'était permis. Il avait découvert un moyen de plier les lois naturelles à son gré. Lorsque les fortifications de Laon ont été vaincues, ce n'était pas seulement un triomphe militaire, c'était aussi une preuve publique que Gerbert détenait des savoirs au-delà de ce que tout occidental européen devrait connaître. Les bruits de couloirs se propageaient à grande vitesse. Comment un moine français pouvait-il être au fait de secrets d'ingénierie que même les plus habiles architectes militaires de l'Empire n'avaient pas envisagés? La seule justification qui résonnait avec la logique médiévale était qu'il avait acquis ses savoirs à partir de sources surnaturelles. Les graines de la légende du pacte diabolique ont été plantées sur les terrains de guerre de Laon, nourries par le sang des défunts et stimulées par l'émerveillement des triomphants. La victoire militaire de Gerbert à Laon n'est pas restée sans écho dans les plus hautes instances de la politique française. L'archevêque Adalbéron de Reims, qui a été son mentor par le passé, avait suivi avec une admiration grandissante l'évolution de son élève, passant d'un professeur émérite à un stratège militaire de premier plan. À la suite du décès d'Adalbéron en 989, le poste d'archevêque de Reims, qui représentait l'une des plus grandes puissances et influences en France, se retrouva sans occupant. La communauté observa alors avec intérêt le moine, qui s'était révélé être à la fois un brillant intellectuel et un dirigeant pragmatique. Toutefois, l'accession de Gerbert au poste d'archevêque de Reims en 991 n'a pas été un processus aisé. La politique religieuse du Moyen-Âge était un enchevêtrement d'ambitions concurrentes, de fidélité familiale et de manœuvres diplomatiques qui pouvaient rendre l'intrigue des cours contemporaines triviale. De nombreux postulants étaient en lice pour le poste, chacun appuyé par diverses factions de l'aristocratie française. De plus, certains segments de l'Église regardaient d'un mauvais œil le savant qui avait consacré trop de temps à l'étude des écrits païens en Espagne. Un tollé s'est déclenché lorsque certains évêques français ont contesté la validité de son élection, accusant des anomalies dans le processus et exprimant des incertitudes quant à la rectitude de ses doctrines. Le cas a atteint Rome, où le pape Jean XV a été contraint de s'impliquer directement pour régler la dispute. Gerbert a été dans une situation instable pendant plusieurs mois, occupant officiellement le poste d'archevêque.
Cependant, son autorité était régulièrement mise en doute par des concurrents qui tentaient de trouver toute excuse pour le démettre de ses fonctions. Au cours de cette période marquée par l'incertitude, Gerbert a dévoilé une autre dimension de son caractère hors du commun. Son aptitude à prendre la parole et sa compétence en tant qu'homme politique. Au cours du fameux concile de Mouzon, un événement déterminant pour son avenir, il a défendu sa position avec une éloquence que les chroniqueurs ont qualifiée de « plus éloquente que Cicéron et plus persuasive que Saint-Augustin ». Il n'a pas seulement rétorqué à chaque accusation avec une logique irréprochable, mais a également métamorphosé le tribunal en un véritable étalage de son immense culture, faisant référence à des textes patristiques, au droit canon et à des références historiques, avec une aisance qui a abasourdi ses détracteurs. Ce qui a véritablement garanti sa triomphe, ce ne sont pas uniquement ses discours, mais l'illustration concrète de ses aptitudes exceptionnelles. Au cours d'une réunion du Concile, lorsque les discussions étaient bloquées par des détails techniques juridiques, Gerbert a sorti l'un de ses astrolabes et a déterminé précisément le moment d'une éclipse lunaire qui devait se produire ce soir-là. Quand l'éclipse s'est déroulée exactement comme il l'avait anticipé, même ses détracteurs, les plus virulents, ont dû reconnaître qu'ils avaient affaire à un homme dont le savoir transcende la norme. L'union du savoir théologique, de l'adresse oratoire et de la démonstration de capacités apparemment surnaturelles s'est révélée irrésistible, menant à sa confirmation définitive en tant qu'archevêque de Reims. Gerbert, en sa qualité d'archevêque, a instauré des réformes qui ont métamorphosé son archidiocèse et ont aussi eu un impact sur l'ensemble de l'Église française. Il réorganisa les écoles cathédrales en mettant en place les nouvelles méthodes d'enseignement qu'il avait mises au point, établit un réseau de correspondants érudits qui échangeaient manuscrits et savoirs à travers l'Europe et utilisa sa position pour promouvoir une fusion entre la sagesse classique et la doctrine chrétienne qui annonçait des siècles plus tard la renaissance intellectuelle. Toutefois, chaque nouveauté qu'il apportait, chaque manifestation de son savoir exceptionnel, chaque prévision précise, alimentait davantage les conjectures concernant les véritables origines de sa sagacité. L'an 999 a suscité de l'angoisse et de l'attente à travers l'ensemble de l'Europe. La fin du premier millénaire après JC avait engendré une poussée de fervente anticipation de la fin du monde sans précédent. Les prophéties bibliques semblaient se matérialiser. Des comètes traversèrent les ciels de nuit, les éclipses survenaient avec une régularité inhabituelle, et des manifestations atmosphériques insolites nourrissaient les annonces de l'Apocalypse. En plein désordre spirituel, la mort inattendue du pape Grégoire V a laissé le trône de Saint-Pierre libre au moment le plus crucial de l'histoire chrétienne. Automne III, alors qu'il était un jeune empereur de seulement 19 ans, mais doté de la vision grandiose acquise grâce à son éducation avec Gerbert, y aperçut une opportunité singulière. Son aspiration était de raviver la splendeur de l'Empire romain, non pas en faisant une simple réitération du passé, mais en créant une synthèse novatrice qui marierait la majesté politique romaine avec la spiritualité chrétienne et les progrès intellectuels que son ancien mentor avait prouvé être réalisables. Pour concrétiser cette vision, il lui fallait un pape partageant ses aspirations et possédant l'intellect nécessaire pour les appliquer. L'élévation de Gerbert au rang de pape Sylvestre II ne constituait pas uniquement une décision politique. C'était un acte de rupture radicale. Pour la première fois, le trône papal pourrait être occupé par une personne maîtrisant non seulement la théologie et le droit canonique, mais également les mathématiques, l'astronomie, l'ingénierie et les arts qui avaient disparu en Europe pendant des siècles. Le pape Sylvestre II a intentionnellement choisi ce nom. Il faisait référence au premier pape Sylvestre, qui était le contemporain de l'empereur Constantin, instigateur de l'Empire chrétien. Le nouveau Sylvestre pourrait être le guide spirituel que Constantin aspirait à avoir sous l'égide d'Othon III.
Le couronnement papal de Gerbert le 2 avril 999 a été un événement alliant la gravité traditionnelle à des innovations symbolisant l'ère nouvelle que l'empereur et le pape souhaitaient inaugurer. Sylvestre II, plutôt que de se cantonner à des rituels préétablis, a intégré des aspects révélateurs de ses compétences hors du commun. Il a béni la foule précisément lors d'une éclipse solaire qu'il avait prévue, employé des outils astronomiques pour fixer les dates idéales pour les cérémonies religieuses et prononcer des prêches mêlant extraits bibliques et allusions à des penseurs classiques d'une manière qui impressionnait tant les lettrés que les analphabètes. Cependant, ce qui a véritablement défini son pontificat, c'est l'étroite collaboration avec Othon III dans un projet qui paraissait trop ambitieux, même selon les standards impériaux. L'établissement d'une nouvelle Rome qui deviendrait à la fois le centre politique du monde chrétien et le berceau d'une renaissance intellectuelle destinée à récupérer toute la sagesse oubliée de l'Antiquité. Ils ont conjointement organisé des missions évangéliques qui ont propagé le christianisme en Hongrie et en Pologne, instauré de nouvelles voies commerciales reliant l'Europe à Byzance et au monde arabe, et soutenu la traduction d'ouvrages scientifiques qui ont permis de réintroduire en Occident des savoirs interdits pendant plusieurs siècles. Toutefois, ce lien remarquable entre le plus jeune et le plus brillant empereur de son temps et le pape le plus érudit de l'histoire du Moyen-Âge a également provoqué d'intenses oppositions. Les nobles traditionnels observaient avec suspicion les innovations susceptibles de compromettre leurs privilèges. Les factions conservatrices de l'Église redoutaient un pape qui semblait plus attiré par la philosophie antique que par l'orthodoxie chrétienne, tandis que les foules superstitieuses demeuraient perplexes face à la capacité d'un homme à posséder une telle étendue de savoir sans avoir recours à des forces surnaturelles. L'ère de Sylvestre II sur le trône papal serait également celle où les mythes concernant son prétendu pacte avec le diable atteindrait leur version la plus développée et durable. En sa qualité de pape Sylvestre II, Gerbert ne se limitait pas à jouer le rôle d'un chef spirituel de la chrétienté. Il avait pour ambition de révolutionner le lien entre foi et savoir, une vision qui préfigurait largement les discussions des Lumières plusieurs siècles plus tard. Son règne a été un laboratoire exceptionnel dans lequel la sagesse ancienne fusionnait avec l'enseignement chrétien, où les progrès scientifiques étaient employés pour l'évangélisation, et où la distinction entre le naturel et le surnaturel se brouillait de façon à provoquer aussi bien l'admiration que la méfiance. Sous sa gouverne, le palais du Latran, qui est également la résidence papale, s'est métamorphosé en une sorte d'académie antique réanimée. Les appartements papaux se remplirent d'instruments scientifiques qu'il avait patiemment conçus et bâtis. Des astrolabes d'une finesse inédite, aptes à déterminer non seulement la localisation des étoiles, mais également à anticiper les éclipses avec plusieurs décennies d'avance. Des abaques transformés qui réalisaient des calculs sophistiqués plus promptement que toute autre méthode en Europe, et des sphères armillaires mécaniques qui refaisaient le mouvement des astres célestes avec une précision si éblouissante qu'elle paraissait enchantée aux yeux de ses contemporains. Ce que les chroniqueurs ont surnommé l'orgue hydraulique parlant fut son invention la plus célèbre et controversée. Gerbert, en conjuguant ses compétences en mécanique avec les concepts acoustiques qu'il avait assimilés à travers des écrits arabes, a créé un instrument de musique actionné par l'eau. Cet instrument avait la capacité de produire non seulement des mélodies sophistiquées, mais aussi d'émettre des sons imitant la voix humaine avec une précision stupéfiante. Il se servait de cet instrument pour animer les statues de saints lors des audiences papales, produisant des effets qui amplifiaient considérablement ses prêches tout en alimentant les spéculations autour de ses capacités surnaturelles. Toutefois, sa contribution la plus radicale pourrait être l'organisation et la propagation des chiffres arabes en Europe de l'Ouest. Malgré l'introduction de l'abaque plusieurs décennies auparavant en tant qu'enseignant à Reims, en sa qualité de pape, il détenait l'autorité et le pouvoir nécessaires pour appliquer des réformes d'envergure. Il a établi des écoles à travers l'Italie,
Pour enseigner le système numérique moderne, il a fait traduire des ouvrages mathématiques arabes en latin et il a commencé à intégrer les chiffres arabes dans les documents officiels de l'Église. Cette avancée, qui semble purement technique, pourrait avoir des répercussions révolutionnaires. Elle favoriserait l'évolution du commerce, de la finance et potentiellement l'ensemble de la révolution scientifique durant la Renaissance. Son laboratoire sous le patronage papal a aussi réalisé des progrès en astronomie qui ont stupéfié les visiteurs de toutes les cours d'Europe. Sylvestre II était capable de prévoir non seulement les éclipses, mais également l'apparition des comètes, les dates précises des équinoxes et solstices, ainsi que les emplacements planétaires, avec une exactitude qui dépassait même celle des astronomes byzantins et arabes. Il mettait à profit ses savoirs tant pour des objectifs pratiques que spirituels. Il déterminait les moments propices pour les grandes cérémonies religieuses, organisait les déplacements du pape en tenant compte des conditions astrologiques favorables et se servait des phénomènes célestes pour appuyer ses discours théologiques concernant la providence divine. Les touristes internationaux qui se rendaient à Rome pendant son règne étaient émerveillés par quelque chose de jamais vu auparavant. Un pape capable d'aborder la théologie avec la profondeur d'un père de l'Église, mais également d'expliquer le fonctionnement de dispositifs complexes, de résoudre des équations mathématiques déroutantes pour les plus érudits, et de prouver des concepts physiques grâce à des expériences pratiques. Cette fusion exceptionnelle de sainteté et de sagesse ancestrale, d'autorité spirituelle et d'habileté technique générait une telle impression que beaucoup de visiteurs repartaient dans leur pays avec des histoires paraissant trop extraordinaires pour être authentiques. Par conséquent, Sylvestre II est devenu sans le vouloir l'architecte de sa propre légende, où chaque démonstration de son savoir véritable se métamorphosait en rumeurs concernant des capacités surnaturelles acquises par des accords avec le diable. Nous sommes désormais au centre de notre récit, à l'instant où l'histoire réelle se croise avec le mythe qui a persisté pendant un millénaire. Comment un pape véritablement pieux, un homme qui a dédié son existence au service divin et à la promotion du savoir humain, en est-il venu à être le personnage central d'une des plus sombres légendes du Moyen-Âge? L'explication réside dans les pages jaunies des chroniqueurs postérieurs, en particulier dans les œuvres de Guillaume de Malmesbury. Ce dernier, au cours du XIIe siècle, a consigné une histoire qui va radicalement transformer la manière dont Sylvestre II est perçu. D'après ce conte, que Guillaume de Malmesbury a présenté comme une narration que j'ai reçue de sources fiables, le jeune Gerbert n'était pas allé en Espagne uniquement pour se plonger dans les bibliothèques catalanes. La vraie motivation de son périple était bien plus ténébreuse. Il avait capté des murmures concernant un livre musulman renfermant tous les mystères de l'univers, gardé par un sorcier sarrasin à Cordoue. Gerbert, obsédé par la quête de ce savoir défendu, n'a pas traversé les Pyrénées en tant qu'étudiant dévot, mais plutôt comme un chercheur ambitieux de mystères surnaturels. L'intrigue continue à se dérouler avec des aspects qui paraissent tout droit tirés des contes de l'Arabie enchantée. Gerbert aurait eu une rencontre avec une entité nommée Meridiana dans une bibliothèque cachée de Cordoue, éclairée uniquement par des lampes à huile projetant des ombres vogantes sur de vieux manuscrits. Les chroniqueurs la dépeignent comme une entité d'une beauté extraordinaire, dotée d'yeux scintillants de l'éclat des astres et d'une voix murmurant des promesses de sagesse illimitée. Elle n'était pas totalement humaine ni entièrement démoniaque, mais plutôt un état intermédiaire, une entité de savoir capable de révéler aux êtres mortels n'importe quel mystère de l'univers. Selon la légende, le pacte aurait été suggéré par la Méridienne elle-même. Elle lui donna toute la connaissance qu'il souhaitait, les arcanes des mathématiques qui faciliteraient les calculs les plus ardus, les énigmes de l'astronomie qui lui offriraient la possibilité de prévoir le futur en observant les étoiles, les fondements de la mécanique qui lui conféreraient maîtrise sur les appareils et l'art de convaincre qui le mènerait au sommet du pouvoir terrestre. En contrepartie, il ne sollicitait qu'un seul bien,
son âme qui lui serait demandée lorsqu'il célébrerait sa dernière messe à Jérusalem. Selon la perspective médiévale du XIIe siècle, cette explication avait tout son sens. Comment expliquer autrement qu'un modeste moine français ait acquis des savoirs qui surpassaient ceux des plus grands savants de Byzance et de Bagdad? D'où venait sa capacité à créer des machines qui semblaient opérer comme par magie? Pourquoi ses prévisions astronomiques étaient-elles plus exactes que celles de voyants ayant des décennies d'expertise? Dans une ère où la démarcation entre science et sorcellerie restait indéfinie, où toute connaissance n'ayant pas d'origine chrétienne suscitait du soupçon, l'unique interprétation plausible demeurait l'action d'une force surnaturelle. Cependant, la légende de Meridiana ne se limitait pas à expliquer les capacités extraordinaires de Gerbert. Elle servait également de miroir aux craintes les plus profondes de la société du Moyen Âge. La peur de l'inconnu, la suspicion à l'égard des savoirs issus de sources non chrétiennes, l'angoisse que la quête de connaissances puisse écarter les individus de Dieu. Meridiana symbolisait toutes ces angoisses. Elle était attrayante, mais périlleuse, promettait la sagesse à un coût terrible, offrait la puissance tout en conduisant à la perdition. Dans un certain sens, Meridiana ne représentait pas uniquement le démon privé de Gerbert, elle symbolisait l'incarnation de toutes les appréhensions médiévales relatives au péril du savoir illimité. Parmi toutes les mythes et légendes liées à Sylvestre II, aucune n'a su autant capturer l'esprit du peuple que celle de la tête de bronze qui parlait. Cette histoire incroyable, qui a vu le jour pour la première fois dans les annales du XIIIe siècle et qui s'est rapidement diffusée à travers l'Europe par le biais des jongleurs et des troubadours, symbolisait l'apogée présumée des pouvoirs surnaturels du pape magicien. D'après les chroniqueurs suivants, Meridiana non seulement a doté Gerbert d'un savoir extraordinaire, mais lui a également enseigné à concevoir un oracle mécanique capable de fournir une réponse à toute question concernant le passé, le présent ou l'avenir. Selon le narrateur, la description de cette machine prophétique variait, mais tous s'accordaient sur ses caractéristiques fondamentales. C'était une tête humaine en bronze, forgée à l'échelle réelle, dotée d'yeux en cristal, qui semblait traquer le regard de celui qui la contemplait et des lèvres métalliques se déplaçant de façon si réaliste qu'elles en devenaient inquiétantes. Les spécifications les plus avancées faisaient allusion à un dispositif interne d'une sophistication impressionnante. Des rouages microscopiques imitant le fonctionnement du cerveau humain, des conduits à air représentant le système respiratoire, et une série de cloches accordées générant des sons qui imitent à la perfection la voix humaine. Selon les légendes, la méthode de consultation de l'oracle était aussi fascinante qu'effrayante. Sylvestre II se retirait dans une pièce cachée des profondeurs du palais du Latran, éclairée exclusivement par des bougies sombres dont les flammes ne vacillaient jamais. Là-bas, en suivant soi-disant les rituels qu'il avait appris de Meridiana, il posait ses questions à la tête de bronze. L'appareil ne répondait qu'avec des « oui » ou des « non », mais ces simples réactions étaient suffisantes pour déchiffrer les énigmes les plus compliquées via une suite de questions méticuleusement organisées. Les récits les plus tragiques examinés par l'oracle se focalisaient sur des faits historiques précis susceptibles d'être corroborés par des chroniqueurs postérieurs. On rapportait que Sylvestre II se référait à son propre conseiller avant de prendre chaque grande décision durant son pontificat. L'envoi de missionnaires en Hongrie, la gestion des révoltes à Rome, ou encore le choix de stratégie lors des conflits entre les divers prétendants au fauteuil impérial. D'après les récits, les prophéties de la tête de bronze s'étaient réalisées avec une exactitude troublante à chaque occasion, attestant tant de l'autorité surnaturelle du pape que de la nature infernale de son savoir. Cependant, la prédiction la plus significative, celle qui déterminerait le sort de Sylvestre II, portait sur sa propre fin de vie. D'après les chroniqueurs, lors d'une de ses consultations de nuit, le pape aurait posé la question que tout être humain se pose à un moment donné. Quand vais-je mourir? Après une pause plus longue que d'habitude, la tête de bronze avait enfin réagi avec une phrase complète.
brisant son habitude de donner des réponses monosyllabiques. « Tu mourras lorsque tu feras la messe à Jérusalem ». Initialement, cette prédiction avait mis Sylvestre II à l'aise, car il savait qu'il n'avait jamais eu l'intention de se rendre en Terre Sainte, et donc semblait avoir une vie longue et assurée. Des années plus tard, l'ironie tragique de cette prédiction se manifesterait quand Sylvestre II, bien qu'il se sente malade, sans être conscient de la proximité de son décès, choisit d'organiser une messe spéciale dans la basilique romaine de Santa Croce in Jérusalem, Sainte-Croix de Jérusalem. Érigée il y a des siècles pour héberger des reliques de la Sainte Terre, cette église portait le nom de Jérusalem et se situait en plein centre de Rome. Selon les légendes, c'est en prononçant les mots de consécration que Sylvestre II a saisi véritablement le sens de la prophétie de la tête de bronze. Il ne devait pas mourir dans la Jérusalem physique, mais plutôt dans celle symbolique qui résidait à l'intérieur de Rome. Selon les récits, la terreur provoquée par cette reconnaissance entraîna sa chute instantanée et son décès sur le même autel où, à son insu, il avait défié les paroles de l'oracle maléfique. Pour saisir en profondeur la genèse et les raisons des légendes entourant Sylvestre II et le pacte diabolique, il nous faut explorer l'ambiance de frayeur apocalyptique qui a enveloppé l'Europe de l'Ouest aux environs de l'an 1000, tant avant qu'après. Cette époque, désignée par les historiens comme les terreurs de l'an 1000, a constitué un des sommets d'angoisse collective les plus marqués dans l'histoire chrétienne occidentale. C'était une période où chaque phénomène inhabituel était perçu comme un indicateur de la fin des temps et où toute personne possédant des aptitudes hors du commun était immédiatement soupçonnée d'avoir des relations avec des entités surnaturelles. Ces craintes avaient pour fondement théologique le livre de l'Apocalypse, en particulier le segment qui évoque le millénium durant lequel Satan serait lié, suivi de sa ultime libération avant le jugement dernier. Traditionnellement, les théologiens du Moyen-Âge voyaient ce millénaire comme débutant avec la naissance du Christ. Cela impliquait qu'autour de l'an 1000, on s'attendait à la libération du démon et au commencement des événements qui culmineraient avec l'Apocalypse. Cette interprétation, qui n'était ni officielle ni universelle, avait tellement marqué l'esprit collectif qu'elle dominait le paysage psychologique de toute une génération. Les événements naturels survenus durant le papat de Sylvestre II semblaient valider les prophéties les plus alarmantes. La comète de Halley avait fait son apparition en 989, demeurant visible durant plusieurs mois et présentant une traîne éclatante qui traversait le ciel nocturne tel un glaive enflammé. Les éclipses se produisaient à un rythme apparemment anormal, tandis que les aurores boréales, habituellement absentes des latitudes méditerranéennes, illuminaient le ciel nocturne de teintes rouges et vertes que les superstitieux considéraient comme du sang céleste. Les catastrophes naturelles telles que les séismes, les inondations, les sécheresses et les épidémies s'entremêlaient pour peindre un tableau qui apparaissait comme une confirmation de la désintégration du monde naturel. Dans cette ambiance de terreur cosmique, l'image de Sylvestre II se transformait en une présence presque monstrueuse dans l'imaginaire collectif. C'est un pape qui, semble-t-il, non seulement n'était pas effrayé par les signes de la fin du monde, mais pouvait aussi visiblement les anticiper et les déchiffrer. Lorsque l'éclipse terrifiait la population, Sylvestre II se manifestait sur les places publiques de Rome, armé de ses outils d'astronomie. Il déterminait précisément le moment où le phénomène cesserait et apaisait les masses avec des explications scientifiques qui résonnaient comme des sortilèges mystiques. Comment un simple mortel pouvait-il avoir une telle maîtrise des mystères célestes qui effrayaient même les empereurs et les rois? La conclusion à laquelle sont parvenus les esprits du Moyen-Âge était aussi élémentaire que perturbante. Sylvestre II n'était pas un simple mortel. Il était le représentant des forces démoniaques qui, d'après les prophéties de l'Apocalypse, ont été libérées à la fin du millénaire. Ces connaissances prodigieuses n'étaient pas le résultat d'études et de sagacité, mais de révélations infernales.
Ces prévisions exactes n'illustraient pas un savoir scientifique, mais plutôt une connexion directe avec les forces infernales qui dirigeaient les événements à venir. Sa faculté à apaiser les foules durant les terreurs cosmiques ne trahit pas une sollicitude pastorale, mais plutôt la stratégie de celui qui tentait d'égarer les croyants et de les dévier de l'état d'alerte spirituelle nécessaire face à l'imminence du jugement dernier. L'idée que Sylvestre II était un agent du mal apocalyptique a été renforcée par son étroite liaison avec Othon III, un empereur perçu par beaucoup de ses contemporains comme une figure d'ambition dangereuse, dont les aspirations à rétablir l'Empire romain semblaient défier l'ordre divin existant. La collaboration entre l'empereur le plus jeune et apparemment le plus puissant de tous les temps et le pape le plus savant et énigmatique donnait lieu à une conjonction que les observateurs superstitieux interprétaient comme l'accomplissement des prophéties concernant le pouvoir terrestre de l'Antéchrist dans les temps finaux. Donc les craintes apocalyptiques de l'an 1000 ont non seulement établi le cadre pour l'émergence des légendes démoniaques de Sylvestre II, mais elles ont aussi insufflé une urgence et une crédibilité qui ont assuré leur persistance à travers les siècles. Sylvestre II est décédé le 12 mai 1003, une date qui aurait dû être signalée comme la fin paisible d'un des pontificats les plus novateurs et fructueux de l'histoire médiévale. Il a réformé l'administration ecclésiastique, élargi les limites de la chrétienté jusqu'en Hongrie et en Pologne, soutenu un renouveau intellectuel anticipant les évolutions futures et travaillé avec Othon III sur un projet politique qui aurait radicalement changé le cours de l'Europe des siècles avant les événements historiques. Toutefois, la façon dont les chroniqueurs subséquents ont relaté sa mort a mis en évidence à quel point les mythes concernant son prétendu contrat avec le diable s'étaient infiltrés dans le discours historique officiel. D'après les archives de l'époque, Sylvestre II est décédé de cause naturelle suite à une courte maladie, vraisemblablement à l'âge de 57 ans. Il a passé ses derniers jours à s'occuper de tâches pastorales habituelles, accueillir des pèlerins, régler des conflits ecclésiastiques et planifier la succession papale. Il n'y a eu aucun élément dramatique ou énigmatique dans son dénouement. C'était simplement l'issue logique d'une existence hors du commun qui a perduré plus longtemps que la moyenne selon les standards de l'époque. Cependant, cette interprétation banale des événements ne comblait pas une mentalité qui avait élevé Sylvestre II au rang de figure mythique. Les chroniqueurs des décennies ultérieures ont commencé à embellir l'histoire de sa décès en y ajoutant des détails qui reflètent les attentes suscitées par les légendes du pacte avec le diable. La version la plus courante, qui a fait sa première apparition dans les chroniques du XIIe siècle, dépeignait une mort bien plus saisissante et théologiquement satisfaisante. D'après cette narration, Sylvestre II a commencé à vivre des visions troublantes dans les semaines qui ont précédé sa mort. Des songes où Méridiana lui réitère les clauses de son ancien accord, des hallucinations de démons cherchant à s'emparer de son âme et une impression grandissante que ses jours sur terre approchent de leur terme. Le sommet de ces récits se situait durant la messe fatidique à Santa Croce in Jérusalem. Les chroniqueurs relataient comment, au moment exact où Sylvestre II prononçait les mots de la consécration, une présence à la fois imperceptible et palpable avait envahi l'église. D'après ces récits, les assistants avaient éprouvé une fraîcheur surnaturelle qui gelait leur sang, pendant que les bougies s'éteignaient inexplicablement l'une après l'autre jusqu'à ce que la basilique se retrouve enveloppée d'une obscurité paraissant plus épaisse que la plus noire des nuits. Dans cette ambiance de peur interstellaire, Sylvestre II aurait finalement saisi le sens de la prophétie de la tête de bronze et le moment venu pour lui d'affronter les forces infernales. Cependant, la version la plus sinistre de cette légende ne se concluait pas simplement par la mort du pape. Les chroniqueurs ultérieurs, en particulier ceux des XIIIe et XIVe siècles, une époque où les récits de pacte avec le diable étaient devenus un genre littéraire à la mode, ont relaté que le corps de Sylvestre II avait été véritablement démembré par des puissances invisibles sur l'autel même où il avait officié sa dernière messe.
D'après ces histoires, les démons venus pour réclamer son âme auraient manifesté leur colère en déchiquetant le corps. Ils auraient ensuite éparpillé les morceaux dans toute la basilique, afin d'illustrer le destin réservé à ceux qui enfreignent l'ordre divin en s'engageant avec le mal. Ces récits sinistres incluaient même la description de son tombeau dans la basilique Saint-Jean de Latran. Les chroniqueurs de la fin du Moyen-Âge prétendaient que le tombeau de Sylvestre II suait lorsque la mort d'un pape se rapprochait. Ils racontaient que durant certaines nuits, des plaintes et des lamentations émanaient du sarcophage. Il y a des gens qui ont même prétendu que les ossements du pape maudit tremblaient avec force dans son sépulcre avant des désastres majeurs, servant d'avertissement surnaturel sur les périls de la quête de savoir défendu. Par conséquent, même posthume, Sylvestre II demeurait un exemple édifiant, illustrant les limites à ne pas dépasser pour les mortels dans leur aspiration à la sagesse et au pouvoir. La remarquable durabilité des mythes concernant le pacte diabolique de Sylvestre II au fil des siècles met en lumière un aspect essentiel de la nature humaine et notre rapport complexe avec la connaissance, le pouvoir et les contraintes du possible. De la période médiévale à l'époque contemporaine, l'histoire du pape ayant pactisé avec le diable a été sans cesse réinventée, redéfinie et exploitée par chaque génération pour traduire ses propres craintes et fascinantes face au coût de la connaissance prodigieuse et les implications de la transgression des limites fixées par la tradition et l'autorité. Durant la Renaissance, époque où l'Europe redécouvrait les écrits classiques et réapprenait à valoriser la curiosité intellectuelle, le personnage de Sylvestre II a fait l'objet d'une réhabilitation partielle pour le moins singulière. Des penseurs humanistes tels que Pétrarque et par la suite Érasme de Rotterdam le considéraient comme un précurseur de leur propre mouvement de renaissance culturelle. Pour ces gens, Sylvestre II n'était pas le sorcier maléfique des contes du Moyen-Âge, mais un héros de l'esprit qui avait affronté l'ignorance de son temps en apportant des savoirs scientifiques que la superstition avait rangés dans la catégorie du diable. Les récits de son accord avec Méridiana étaient redéfinis comme des métaphores sur le coup que les précurseurs intellectuels doivent supporter lorsqu'ils remettent en question le consensus de leur époque. Pendant l'époque romantique, la légende a évolué vers de nouvelles perspectives, particulièrement lorsque des auteurs tels que Johann Wolfgang von Goethe ont découvert dans le récit de Sylvestre II un antécédent médiéval du mythe faustien qui captiverait profondément la littérature européenne. L'analogie était presque parfaite. Faust et Gerbert étaient tous deux d'exceptionnels savants ayant troqué leur âme contre savoir et puissance. Ils avaient tous deux gravi les échelons du pouvoir grâce à leur capacité surnaturelle, avant de devoir finalement assumer les conséquences de leur contrat avec le diable. L'écart majeur résidait dans le fait que Faust était un personnage fictif élaboré pour examiner des problématiques philosophiques, alors que Sylvestre II a été une personnalité historique authentique dont l'existence a été mythifiée par les générations postérieures. Durant le XIXe siècle, l'histoire moderne a débuté à appliquer avec rigueur des techniques critiques à l'étude de la période médiévale. C'est alors que les historiens professionnels ont commencé à distinguer les faits documentés des constructions légendaires. Des savants tels que le germain Léopold Ranke et le français Augustin Thierry ont prouvé qu'il était envisageable d'attribuer toutes les œuvres extraordinaires de Sylvestre II aux véritables compétences scientifiques qu'il avait assimilées lors de son passage en Espagne. Ces prévisions astronomiques d'une grande précision illustraient sa profonde connaissance des textes arabes sophistiqués. Ses inventions mécaniques attestaient l'usage pratique des principes d'ingénierie acquis de sources antiques, et son avancement politique était dû à son intelligence remarquable, couplée aux conditions propices de son époque. Néanmoins, bien que l'histoire ait totalement réfuté les bases factuelles de ces contes diaboliques, ils ont persisté à séduire intensément la culture populaire. Sylvestre II, figure d'érudit, a été continuellement représenté dans des romans historiques, des films,
ainsi que plus récemment dans des séries télévisées et des jeux vidéo. Il incarne l'archétype de l'érudit qui dépasse les limites interdites à la quête du savoir suprême. Dans diverses interprétations contemporaines, l'interrogation ne porte plus sur la véracité de son pacte avec le diable, mais plutôt sur ce que son récit dévoile de nos dilemmes modernes quant aux frontières éthiques de la recherche scientifique, les risques liés à l'intelligence artificielle et les répercussions inattendues du progrès technologique. L'ère numérique a revitalisé les légendes de Sylvestre II d'une façon que les chroniqueurs du Moyen-Âge n'auraient jamais pu envisager. Les histoires du pape magicien ont refait surface sur les forums Internet. Les blogs d'histoire alternatives et les chaînes YouTube dédiées aux théories conspirationnistes, attirant une audience internationale qui y voit des allégories pertinentes pour les problématiques contemporaines liées à la connaissance, au pouvoir et à la technologie. D'une certaine manière, Sylvestre II a gagné en importance posthume, devenant un reflet dans lequel chaque génération peut scruter ses propres préoccupations relatives aux frontières du potentiel humain et aux coûts que nous sommes disposés à supporter pour dépasser ses limites. Avec plus d'un millénaire de suivi sur l'évolution des légendes concernant le prétendu pacte diabolique de Sylvestre II, il est désormais temps d'utiliser les méthodes modernes de recherche historique pour distinguer clairement les faits de la fiction. Cet exercice va au-delà du cadre théorique. Il est crucial pour déchiffrer la manière dont les mythes historiques se forment, les raisons de leur durabilité et ce qu'ils exposent sur les sociétés qui les engendrent et les entretiennent. L'exemple de Sylvestre II représente un cas presque idéal de comment une personnalité historique authentique peut devenir une légende qui reflète davantage les craintes de ceux qui la racontent que la réalité de son existence. La phase initiale de cette étude critique implique l'examen des sources primaires contemporaines à Sylvestre II, suivie d'une comparaison avec les narrations ultérieures qui ont intégré des aspects surnaturels. Les récits de témoins oculaires, tels que Richer de Reims, qui a eu l'occasion de côtoyer Gerbert et d'écrire à son sujet pendant sa vie, dessinent une image tout autre que celle dépeinte par les chroniqueurs postérieurs. Richer dépeint Gerbert comme un savant hors pair, dont l'appétit pour le savoir et les méthodes pédagogiques avant-gardistes le séparèrent de ses pairs, sans toutefois suggérer que ses accomplissements aient une dimension surnaturelle. À l'opposé, Richer impute clairement les connaissances remarquables de Gerbert à sa formation en Espagne et à son engagement hors du commun dans l'étude. Les archives du Vatican, contenant la documentation officielle du pontificat de Sylvestre II, fournissent des éléments supplémentaires qui s'opposent aux interprétations mystiques de sa carrière. Les archives administratives, la correspondance diplomatique et les bulles papales témoignent d'un dirigeant ecclésiastique remarquablement compétent, mais tout à fait traditionnel dans ses pratiques. Ces réformes ont été appliquées via les voies institutionnelles habituelles. Ces politiques représentaient des précédents soigneusement ajustés aux conditions contemporaines, et ces interactions avec d'autres dirigeants suivaient les modèles diplomatiques courants de l'époque. Il n'y a aucune référence dans la documentation officielle à quoi que ce soit qui exigerait des explications mystiques. Par ailleurs, l'étude contemporaine de ces avancées scientifiques et techniques révèle qu'elles peuvent toutes être comprises de manière satisfaisante à partir des savoirs présents dans les sources arabes et classiques de son époque. De nombreux historiens des sciences ont pu tracer l'origine de diverses connaissances. Leurs mathématiques trouvent leur source dans des documents d'Al-Khwarizmi traduits en Espagne. Leurs procédés astronomiques s'inspirent des travaux élaborés par des astronomes arabes tels qu'Al-Battani, et leurs avancées mécaniques appliquent des principes issus d'œuvres comme les Pneumatica d'Hérone d'Alexandrie, qui avaient été préservés au sein des bibliothèques musulmanes. Plutôt que de nécessiter une inspiration diabolique, les accomplissements de Sylvestre II révèlent tout simplement ce qui était réalisable quand un esprit brillant avait accès à l'ensemble du patrimoine scientifique antique. La chronologie des mythes surnaturels dévoile aussi des éléments significatifs concernant leurs sources et leurs motivations.
Les premières mentions de l'éventuel accord avec le diable ont été relevées près d'un siècle après le décès de Sylvestre II. C'était une période où l'Église adoptait une position plus défavorable envers les savoirs non chrétiens et où les histoires concernant les mages et les sorciers se popularisaient dans la littérature. Les chroniqueurs qui ont intégré ces aspects mythiques ne revendiquaient pas de preuves tangibles. Ils s'appuyaient sur des bruits de couloir et des récits qu'ils avaient recueillis, employant des structures narratives courantes dans la littérature de loisirs, mais totalement inadaptées à une documentation historique rigoureuse. Finalement, le contexte culturel élargi illustre pourquoi ces mythes ont captivé un auditoire réceptif et pourquoi ils ont perduré pendant de nombreux siècles. Dans une société où le savoir pointu était exceptionnel et où l'instruction scientifique se cantonnait à un petit groupe privilégié, toute preuve de capacité surpassant largement les attentes courantes éveillait nécessairement des suspicions relatives à d'éventuelles origines surnaturelles. Sylvestre II est devenu le symbole de toutes les craintes médiévales touchant au péril du savoir profane, à l'effroi face aux idées venant d'ailleurs et aux implications de la contestation des frontières traditionnelles de l'éducation humaine. Au lieu de reconnaître son véritable génie, les générations ultérieures ont choisi de l'attribuer à une force maléfique, mettant ainsi davantage en lumière leurs propres faiblesses intellectuelles que la réalité historique de l'homme devenu légendaire. À l'issue de notre périple à travers l'existence, la fin et la métamorphose mythique de Sylvestre II, nous sommes confrontés à un paradoxe qui résume admirablement la complexité de la condition humaine face à une connaissance hors du commun. Gerbert d'Aurillac, le simple moine devenu pape, a précisément accompli ce qu'il avait envisagé. Il a introduit des savoirs novateurs en Europe de l'Ouest, transformé l'éducation, élargi les limites de la science et posé des jalons qui marqueraient l'évolution intellectuelle pour des siècles. Toutefois, plutôt que d'être perçu comme le véritable héros intellectuel, l'histoire l'a dépeint en tant qu'antagoniste d'une légende qui avertit des périls liés à la recherche excessive du savoir. Ce changement n'était ni fortuit ni négligeable. Il met en lumière un aspect essentiel de la façon dont les sociétés humaines abordent et intègrent l'innovation radicale. Quand une personne comme Sylvestre II défie radicalement les normes et les contraintes de son temps, les générations futures se retrouvent face à un paradoxe psychologique. Elles sont confrontées au choix de reconnaître que leurs propres limites ne sont pas infranchissables et qu'il est faisable d'accomplir davantage que ce qu'elles avaient envisagé ou de trouver des explications pour ces exploits extraordinaires qui interrogent leurs notions préconçues de ce qui est réalisable humainement. Le récit de Sylvestre II illustre que, fréquemment, les entreprises optent pour la seconde alternative. Pour les créateurs de contenu contemporain, spécialement ceux qui opèrent sur des plateformes telles que YouTube où la lutte pour l'attention est intense, le récit de Sylvestre II constitue un exemple idéal pour allier divertissement et véritable apprentissage. Le récit est déjà structuré. L'intrigue centrale du contrat avec le diable sert d'attrait pour capter l'attention du public. La progression linéaire de sa vie offre un axe dramatique inné et la découverte ultime que ses exploits émanaient d'un véritable génie plutôt que de pouvoirs surnaturels donne une fin satisfaisante qui instruise tout en divertissant. L'adaptation visuelle de cette narration permet l'emploi de méthodes cinématographiques pouvant rendre l'enseignement de l'histoire aussi captivant qu'un thriller contemporain. Il est possible de reproduire des scènes illustrant le jeune Gerbert en train d'étudier des manuscrits arabes à la lumière des bougies dans des bibliothèques espagnoles grâce à des méthodes vidéo qui évoquent une ambiance mystique sans pour autant déformer la réalité. Ces avancées scientifiques, notamment dans la construction d'abacs, d'astrolabes et d'orgues hydrauliques, peuvent être illustrées par des animations qui décomposent des concepts techniques complexes de façon visuellement séduisante. Les séquences de ces opérations d'espionnage et de génie militaire peuvent être illustrées avec le suspense d'un long métrage d'action,
tandis que les passages, qui examinent les mythes ultérieurs, peuvent utiliser des méthodes de narration qui différencient clairement les événements historiques des embellissements légendaires. Le message implicite de ce récit touche profondément les auditoires actuels confrontés à leurs propres inquiétudes liées à l'accélération des évolutions technologiques et scientifiques. Dans un monde où l'intelligence artificielle, le génie génétique et l'exploration de l'espace métamorphosent la condition humaine à une cadence qui paraît incroyable, l'histoire de Sylvestre II fournit un éclairage historique essentiel sur la réaction constante des sociétés face à l'innovation radicale. L'enseignement majeur que nous tirons de notre étude sur la vie et la légende de Sylvestre II est que le véritable savoir, aussi exceptionnel qu'il puisse être, est toujours ancré dans l'engagement humain, la soif de connaissance et le désir de transcender les frontières préexistantes. Gerbert d'Aurillac n'a pas négocié son âme avec le diable pour réaliser l'impossible. Il a plutôt dû faire preuve de bravoure en explorant des territoires inconnus, d'humilité pour s'instruire sur des traditions distinctes des siennes, de rigueur pour dominer des domaines compliqués, et de clairvoyance pour adapter les savoirs anciens aux enjeux actuels. Tout individu disposé à les développer a la capacité de s'approprier ces vertus. Pour les pédagogues contemporains, le parcours de Sylvestre II illustre comment la peur et le superstitieux peuvent métamorphoser même les accomplissements les plus prestigieux en objets d'effroi et de méfiance. Quand nous exposons à nos publics les progrès scientifiques et techniques actuels, il est de notre devoir d'illustrer non seulement ce qui est réalisable, mais également la manière dont cela se fait, en dotant les individus des instruments intellectuels requis pour faire la distinction entre le savoir véritable et la superstition contemporaine. La légendaire destinée de Sylvestre II nous avertit des répercussions d'un échec dans cette mission éducative essentielle. L'exemple de Sylvestre II nous rappelle aussi que l'innovation véritable requiert toujours une synthèse, l'association imaginative d'éléments apparemment différents pour concevoir quelque chose de réellement inédit. Gerbert n'est pas l'inventeur des mathématiques arabes, de l'astronomie grecque ou de l'ingénierie romaine. Son mérite réside dans sa capacité à percevoir comment ces divers corpus de savoir pouvaient être fusionnés pour résoudre les problématiques que chacun d'eux était incapable de traiter indépendamment. Dans notre monde interconnecté, où diverses traditions culturelles et scientifiques se croisent sans cesse, l'exemple de Sylvestre II indique que les progrès les plus notables pourraient bien émaner de ceux qui seront capables d'ériger des passerelles entre des univers apparemment inconciliables.